Notre rendez-vous de l'information sur Spectrum Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h, quelques manchettes à l'instant. Pas d'activité à la gare routière de Bonabéry dans le 4e arrondissement et pour cause le lancement de l'opération Bamenda Clean. Constat fait sur le terrain ce jour par nos reporters. Les bus ne se rendent plus à Bamenda. On en parle dans ce journal. Élection des conseillers régionaux, Eno Abrahams-Egbert invite les membres du conseil à se mobiliser pour la réussite de cette élection. C'est l'une des substances qui ressort de la première session de plein droit tenue ce jour à Yaoundé. On parlera également de sport dans ce journal. La Fédération camerounaise de football de nouveau au TAS pour l'affaire l'opposant à l'association des clubs de football amateurs. Olivier Bouzeke nous en dira plus dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir, madame, monsieur, nous le disions donc il y a un court instant. Rappel à l'insurrection, le gouvernement met de nouveau en garde Maurice Kamto après la sortie de Paul Atangandji le 7 septembre dernier. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Jarfam Dongo, secrétaire national de la communication du RDPC, préviennent à leur tour ceux qui appellent à l'insurrection dans les jours à venir. Condensé des différentes sorties dans cet élément qui suit. Manifestations publiques que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a prévues dans quelques jours sont contre les élections régionales du 6 décembre 2020, compte tenu de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces marches pacifiques annoncées ont mis le parti au pouvoir et le gouvernement en branle, chacun y allant de son communiqué. D'où vient-il que les citoyens sans mandat électif veulent s'exprimer au nom du peuple camerounais? L'Ajfam Dongo dans une déclaration qui date de ce mardi 15 septembre 2020. Le secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, condamne l'appel à l'insurrection lancé par le leader du MRC. De son côté, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, rappelle au président du MRC, Maurice Kamto, qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement d'institutions républicaines démocratiquement élues. Bien avant ces deux sorties médiatiques, il faut le rappeler, le ministre de l'administration territoriale a prévenu les potentiels manifestants. Paul Atangandji a tenu une fois de plus à rappeler que l'administration territoriale est chargée du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG, entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit, a-t-il martelé. Appel à l'insurrection, on en parle encore dans ce 20h. On n'a pas besoin de prendre pour prétexte l'élection des conseillers régionaux et en fond la crise anglophone pour faire entendre sa voix. C'est du moins ce que pense Hilaire Kamga du mouvement Orange. Cependant, pour le professeur Evis Ngolengole, le processus de décentralisation suit bien son cours au Cameroun. Par conséquent, nul besoin d'agitation inutile. On les écoute dans ces morceaux choisis. Il arrive au moment où un certain nombre de citoyens et de groupes politiques et de la société civile auraient estimé, auraient voulu qu'on revoie d'abord le code électoral avant d'y aller. Et c'est des revendications totalement légitimes. M. Biya peut-être aurait pu harceler à ces revendications, mais il a fait un choix de savoir que celui qui autocommande et toute autre personne qui voudrait s'opposer à lui doit pouvoir l'affronter. Et donc, du coup, il a fait un choix de savoir que si le peuple se rebelle contre lui aujourd'hui, dans le cadre d'une révolution, il assumera de toute façon. Et ce peuple est en droit de le faire, peut décider que c'est régional, soit l'occasion de se mobiliser dans les rues pour chasser le régime, comme nous le demandons, parce que de toute façon, il faut balayer ce régime à un moment ou à un autre. Mais est-ce que le prétexte de l'organisation des élections régionales, qui sont des élections indirectes, est suffisant pour servir de déclencheur de ce mouvement de balayage du régime néocolonial yaoundé? J'en doute. Le président de la République est engagé en l'accélération de la décentralisation, puisque pour le président de la République, le Cameroun est un État unitaire décentralisé et que la décentralisation doit être effective. L'effectivité de la décentralisation, donc, demande que deux
de collectivités décentralisées soient effectivement en fonction. D'un côté, les communes, et de l'autre côté, les régions. Les communes sont déjà en fonctionnement. Maintenant, avec ce décret, les régions aussi vont voir leur effectivité réalisée. Mais il faut aussi ajouter un autre aspect de ces décrets hier. Comme vous le savez très bien, parmi les recommandations du Grand Dialogue National, il y avait ce qu'on appelle le statut spécial qui avait été accordé et recommandé par les participants du Grand Dialogue National. Et le président de la République a accepté cette recommandation de l'accord d'un statut spécial. Mais comme vous le savez, le statut spécial est accordé au niveau régional à 2 régions sur les 10. Ces 2 régions sont les régions de Nord-Ouest et de Sud-Ouest. Donc, pour que le statut spécial commence à avoir sa signification sur le terrain, les élections régionales ou les régions ou les assemblées régionaux doivent être effectifs et fonctionnels. Le Conseil électoral met les petits plats dans les grands en vue du scrutin à venir, le scrutin régional. Au cours de la première session de plein droit tenue ce jour à Yaoundé, Enoa Brans-Egbe invite les membres du Conseil à se mobiliser pour la réussite de cette élection. Je vous propose à présent de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzike. Au terme de la descente que nous venons d'achever, sur le terrain, à l'effet d'une part de superviser la politique des opérations de prévision annuelle des listes électorales au titre de l'année en cours, et d'autre part de prendre le cours de la préparation en vue de l'élection des conseillers régionaux, il serait raisonnable d'admettre que les statistiques, quoique faibles comparées à l'année précédente, devraient être considérées comme très encourageantes, compte tenu du contexte sanitaire et sécuritaire qui prévaut. Les assises de ce jour, comme celles qui vont suivre, tirent leur fondement des dispositions pertinentes de l'article 19 du Code électoral. Dès lors, il s'agira, durant les travaux, d'examiner minutieusement et d'adopter ensemble la feuille de route du Conseil électoral et la direction générale des élections, qui précisera non seulement les étapes majeures, mais aussi la cadence et la démarche à suivre chaque fois au regard des objectifs fixés, et tout cela dans des délais bien précis. On va sans dire que cette feuille de route, une fois adoptée, servira de boussole tout au long du processus, avec évidemment la possibilité de procéder à d'éventuels ajustements et réorientations en fonction des aléas qui pourraient survenir. Dans le même ordre d'idée, il conviendra de faire une revue scientifique des multiples descentes effectuées sur le terrain avant la convocation des collèges électoraux, afin d'apporter dans l'urgence des réponses adéquates aux différents problèmes rencontrés et d'envisager des solutions adaptées aux difficultés relevées sur le terrain. Une fois de plus, mesdames et messieurs, nous sommes face à l'histoire. L'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020 a non seulement le mérite de permettre la mise en place de l'ultime palier institutionnel de la République, mais elle marque également sur le plan constitutionnel un tournant décisif dans l'achèvement du processus de décentralisation si bien entamé par le gouvernement. Nous avons bien commencé. Il ne reste plus qu'à terminer tout en beauté. Les activités sont au point mort à la gare routière de Bonabéry. Nous sommes là dans le 4e arrondissement de la ville de Douala et pour cause le lancement de l'opération Bamenda Clean. Difficile de trouver les cars de transport en partance pour Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. Et du coup, les passagers se font rares. Le constat a été fait ce jour par notre reporter Inès Pangan. Près d'une semaine déjà que ces véhicules ne se sont pas rendus dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest.
Depuis le lancement de l'opération Bamenda Clean le 8 septembre dernier, les activités sont au point mort dans cette gare routière située à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. La principale clientèle, qui se fait de plus en plus rare, de ces agences de transport se rend habituellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ne transportons plus les personnes qui se rendent à Bamenda. Regardez vous-même la gare routière, tout est sec. D'habitude, je me rends à Bamenda 3 fois par semaine. Mais depuis la semaine dernière, je n'ai aucune information si j'irai à Bamenda ou pas. J'avais un cadavre à transporter à Babangui la semaine dernière, mais ce n'était pas possible de se rendre à Bamenda. Un manque d'affluence qui a abouti à la fermeture de certains guichets de paiement de tickets de transport et par ricochet à la cessation d'activité de quelques agences de transport installées à Douala. Nous, on a les courses, les délégations pour Douala-Bamenda. On ne parvient pas à arriver à Bamenda. Il y a les corps qui sont restés à la mort. C'est les familles qui en souffrent. Aussi à l'agence. Regardez comment est l'agence. Ça, c'est les grands jours de travail pour nous, mais il n'y a personne. La morosité des activités est généralisée aux petits business exerçant dans cette agence. Il n'y a plus de clients. Les gens qui venaient pour les hériter des poux, il n'y a plus. Il a manqué de clients. Donc tout est mort. L'opération Bamenda Clean est une opération spéciale de sécurisation de la ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Dans un communiqué signé par les responsables de l'armée et de la sécurité de la dite région, on apprend que c'est la réponse aux diverses attaques perpétrées par les terroristes et criminels tels que les vols et les pillages, les braquages des banques et magasins, les assassinats des civils et des personnels des forces de défense et de sécurité. La vie est un calvaire en cette période de saison des pluies pour les populations du quartier-village dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Celles qui ont construite au niveau du cours d'eau baptisé l'Adende sont obligées de se déplacer à l'aide des pirogues. Le constat a été fait par nos reporters. Saison de pluie équivaut à période de tracasserie pour les habitants du quartier-village dans le 3e arrondissement de Douala. À ce moment de l'année, les sorties et même les entrées dans ce secteur ne peuvent se faire qu'après le strict respect de certaines conditions. Bon, quand il pleut, du style de forte pluie, je vous jure, ce n'est pas évident. Il y a des piroguiers qui passent parfois avec des pirogues dans les pistes du quartier. Puisque quand il pleut, l'eau est tellement en abondance. Donc les piroguiers passent et nous portent parfois du quartier pour le goudron, parfois à 200, 100 francs, ça dépend. Si vous êtes nombreux, il fait le prix. Et quand il y a les enfants, ça devient encore très difficile. Quand il pleut, nous sommes obligés de venir rester ici au goudron pour attendre que la pluie baisse ou bien que l'eau parte, comme on appelle souvent la grande marée, parte avant qu'on laisse rentrer les enfants au quartier. Ici, on a beau curer les caniveaux, surmonter les voies d'accès au domicile. La pluie tombée, les eaux continuent de régner à maître absolu en ces lieux. Plus de 10 ans, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on verse la saleté dans l'eau, c'est ça qui remplit le drain. Et au fur et à mesure qu'on verse la saleté dans le drain, et le drain ne fait que remplir. C'est pourquoi vous voyez quand il pleut là et que c'est la grande marée sauvage, nous avons des problèmes. C'est quand la marée monte et ça trouve la pluie que ça crée tous ces désastres ici-là. Une réalité qui était ignorée par beaucoup lorsqu'ils s'installaient dans cette zone située à proximité d'un cours d'eau baptisé l'Adende. Auparavant, on voyait des terrains qu'on vendait aussi un peu moins cher. On a pris la peine de venir. Mais là, nous sommes venus ne sachant pas que l'eau pouvait vraiment déborder. Vraiment jusqu'à ce niveau. Où nous vivons aujourd'hui, c'est très difficile. Les habitants de ce quartier disent désormais mettre leur espoir sur une potentielle aide du gouvernement. Lutte contre le coronavirus, l'insouciance des habitants de la capitale économique prend des proportions inquiétantes. Ces derniers abandonnent progressivement l'habitude du port de masque, un comportement qui gagne du terrain au moment où l'on annonce une seconde phase de contamination de la maladie à coronavirus. Reportage. Le geste aurait pu être salué, mais la suite de l'action nous ramène à la réalité ambiante.
Aujourd'hui, il est difficile à Douala de rencontrer des personnes portant leur masque. Je n'ai pas porté le masque aujourd'hui parce que moi, je me sens très mal à l'aise quand je mets le masque. Mais j'encourage ceux qui portent parce que c'est en force de porter comme ça qu'on lutte contre le coronavirus. Et moi, et d'autres gens ne prennent pas l'exemple sur moi pour me considérer une mauvaise personne parce que je ne suis pas mauvais. J'aime le masque, j'adore mon pays et je ne veux pas que la maladie attrape mon pays. Il ne faut pas que les gens prennent l'exemple sur moi en ne pas porter le masque. Gêne et problèmes respiratoires sont des raisons avancées. C'est parce que ça nous empêche d'être à l'aise. On respire vraiment difficilement. Mais de temps en temps, on a ça dans le sac. Mais malheureusement, comme ce n'est pas tellement obligé, on préfère être à l'aise comme ça. C'est pour ça que d'habitude, c'est pour ça que je mets souvent comme ça. Pour ça, ça nous gêne parce qu'on ne prend pas le relais. On souffle seulement. C'est pourquoi on ne pourrait pas. Non, j'ai souvent l'habitude de porter le masque. Je n'ai pas pu porter ça aujourd'hui parce que quelquefois même ça m'étouffe. Je suis étouffé par ça. Parce que souvent j'ai les problèmes de respiration. Loin du volet sanitaire, il y en a qui disent avoir retiré pour un court instant. J'ai le masque là-bas. Présentement, je suis en train de manger, si vous le constatez. Je porte régulièrement le masque. C'est comme m'appeler d'un coup comme ça, j'ai oublié ça sur la table. Si on va là à la maison, maintenant vous allez voir le masque. Donc j'ai au moins 4 ou 5. Toutefois, ces Doualais sont conscients de la menace, mais chacun a son avis sur la question. On a peur de la maladie, on se dit que bon, peut-être on sera épargné. Ce n'est pas parce que vous portez le masque que vous ne serez pas malade. On a peur de ça, mais le problème c'est que seulement Dieu qu'il nous protège. Non, la maladie c'est la maladie. Le Covid c'est une maladie comme tous les autres. Si ça attrape quelqu'un et il meurt, c'est que c'est son temps qui est arrivé. Moi je ne vois pas. C'est une maladie comme tous les autres. Les autorités sanitaires annoncent un risque de résurgence de la maladie à coronavirus et appellent les populations au respect des mesures barrières. Rendons-nous à présent dans la capitale politique pour parler toujours de la lutte contre la pandémie du coronavirus. On parle aujourd'hui du bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale des ripostes contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Une communication gouvernementale est faite à cet effet à l'instant dans la capitale politique. On va à l'international et plus précisément sur le continent africain avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour faire le round-up de l'actualité africaine. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, le Sénégalais de 87 ans, Lamine Diack, a été condamné mercredi à Paris à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Au Gabon, Léandre Nzoué, 63 ans, maire de Libreville depuis février 2019, est incarcéré. Il a été placé sous mandat de dépôt mardi soir après avoir été inculpé par un juge d'instruction de 11 chefs. Il est accusé entre autres de corruption et détournement de fonds publics, ont annoncé mercredi à l'AFP le parquet et son avocat. 3 hommes accusés d'avoir violé 2 infirmières et dépouillé des malades dans un centre de santé ont été condamnés à 20 ans de prison à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la hausse de l'insécurité inquiète les autorités, a-t-on appris mercredi auprès de la défense. Le président guinéen Alpha Condé a reconduit l'état d'urgence sanitaire instauré en mars contre le Covid-19 et lui permettant de maintenir des mesures exceptionnelles. Une annonce faite mardi soir à la télévision nationale à 1 mois de la présidentielle. Parlons à présent de sport, nous le disions en titre, une autre affaire qui accable la Fédération camerounaise de football, c'est celle opposant à l'association des clubs de football amateur. Encore attendue la décision du TAS qui s'est déjà saisi du dossier. Écoutons à ce propos la réaction de Akwe et Pierre Domingo, membre de l'association des clubs de football amateur. Il a été joint au téléphone par notre reporter John-Paul Sama. 2 défaites en l'espace de 24 heures. C'est le bilan enregistré par la Fédération camerounaise de football dans le cadre de 2 affaires la concernant au tribunal arbitral du sport. D'abord contre la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les dirigeants de la Fédération camerounaise de football avaient suspendu la LFPC en août 2019
au profit d'un comité technique transitoire en charge de gérer le football professionnel. Pierre Semenger avait saisi le tribunal arbitral du sport pour contester cette suspension afin de rentrer dans ses droits. Le TAS, dans son verdict du 14 septembre dernier, a déclaré illégale cette suspension et ordonné à la FECAFOOT le paiement des dommages causés à la Ligue. L'affaire FECAFOOT New Star de Douala, après la relégation du club de Faustin Domke en Ligue 2, New Star de Douala avait saisi la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif pour contester la relégation décidée par la FECAFOOT. Les juges de la Chambre de conciliation avaient rendu un verdict favorable au club et exigé sa réintégration en Elite One. Après avoir saisi le TAS pour casser ce verdict, la FECAFOOT n'a finalement pas eu gain de cause. Le tribunal arbitral du sport s'est en effet prononcé le 15 septembre 2020, ordonnant le maintien de New Star de Douala en Elite One. Une troisième affaire reste cependant pendante au tribunal arbitral du sport, opposant cette fois la FECAFOOT à l'Association des clubs amateurs du Cameroun. Après l'élection de l'actuel exécutif de la FECAFOOT le 12 décembre 2018, Abdourahmane Amadou et ses pairs avaient saisi le TAS à l'effet d'annuler ce processus électoral qui, selon l'ARFAC, aurait été entaché d'irrégularité. Pour les footballeurs amateurs, les statuts adoptés par le comité de normalisation présidé par Maître Dieudonné Api rament en contre-courant de la loi d'orientation sportive de 2018. Si ces textes sont invalidés par le TAS, la FECAFOOT se retrouvera à nouveau sans comité exécutif. S'agissant justement de cette autre affaire qui oppose la Fédération camerounaise de football à l'Association des clubs de football amateurs, je vous invite à présent à suivre la réaction des membres de cette association à la personne de Akwe Pierre Domingo. Il a été joint au téléphone par notre reporter Jean-Paul Sama. Bon, voilà, vous savez, depuis la CCA, nous étions sûrs de nos arguments. Et vous savez le résultat qui s'est... Le verdict qui a été donné à la CCA. Maintenant, c'est la justice. Nous avons pu développer tout ce que nous avions comme argument. Nous avons donné tout ce que nous avions comme preuve. Maintenant, la décision ou la sentence reste entre les mains de la justice. Bon, on ne prévoit jamais l'issue d'un procès. Comme on l'a dit tantôt, par deux fois, ceux qui gèrent la FECAFOOT aujourd'hui ont refusé la médiation et la conciliation. Ils ont d'abord refusé la conciliation au niveau de la CCA. Ensuite, le TAS nous avait proposé la médiation. Ils ont refusé la médiation. Ils ont préféré, comme on dit, le jugement. Oui. Bon, le jugement a été fait lundi. Bon, maintenant, sereinement, nous attendons, n'est-ce pas, nous attendons le verdict. Oui. Nous avons eu les engagements de ceux qui n'avaient pas voté les tests, qui allaient dans les presque 23 personnes, donc qui les empêchaient d'avoir les 2 tiers pour l'adoption des statuts. On lui a écrit pour dire tout ceci, sans compter des affaires de corruption que nous avons suivies ce jour-là. Nous lui avons demandé de faire reprendre cette assemblée et que pour qu'on passe dessus. Mais ils ont foncé. Et voilà, et la CFAC plusieurs fois a tenu des points de presse pour alerter l'opinion publique nationale et internationale sur le fait que le comité de normalisation s'enquête et que, comme ils s'enquêtent, ne veulent pas faire marche arrière, nous n'aurons plus qu'un seul choix, c'est la justice qui va nous départager. CHAN 2021, les Lions indomptables de la catégorie A-Prime ont entamé une séance de travail ce jour à Yaoundé en prélude à cette compétition que va abriter le Cameroun l'année prochaine. Au cours de cette séance de travail, le sélectionneur des Lions A-Prime a donné des instructions claires à ses poulains. Je vous invite à le suivre à propos. Il est au micro de Spectrum Télévision. Je me rappelle qu'au stage que nous avions fait à Douala, certains joueurs sont partis, comme ça sans dire un mot, sont partis, ils sont allés signer ailleurs, et sans même avertir. Et je voudrais rappeler ici, aujourd'hui, que celui qui n'est pas prêt à partir après le CHAN, ou à faire des projets après le CHAN, qu'il enlève le maillot
le vert ou jaune maintenant et qu'il s'en aille. Parce qu'ici, on veut des gars qui respectent, on veut des joueurs qui respectent la nation. Et il est question, n'est-ce pas, de respecter ces nations. Il est question, n'est-ce pas, de gagner le CHAN. Et je veux des gars, des joueurs capables, n'est-ce pas, d'être là, présents, jusqu'à la fin du CHAN. Non, une pression, je ne pourrais pas dire qu'une pression. J'ai été là depuis le premier stage et après, maintenant, si je suis encore là, ça veut dire quelque part, le coach, le staff a eu confiance en moi. Et à nouveau, il faudrait que je leur donne cette confiance. En quoi faisant? En travaillant sur le stade. Pour prouver que je mérite d'être là. Il ne faudrait pas que je dorme sur mes lauriers parce que je suis ici aujourd'hui. Donc ce que je dois faire, c'est de bosser très très dur pour que je sois retenu pour la dernière liste. C'est comme tout le monde, remporter le CHAN. Si je fais partie de la dernière liste, ça serait vraiment un grand plaisir dans les archives, dans mon CV personnellement. Et imaginez un CHAN au Cameroun qui est remporté par le Cameroun. Pour moi, ça va être une grosse fierté dans ma carrière footballistique. Fin du 20h sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, mais déjà dès 8h. Retrouvez des informations fraîches avec Christelle Astex. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, restons fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur STV. Bonsoir à tous et à toutes.